Je suis allé à la rencontre d'un homme, Christian, un passionné collectionneur d'objets longtemps sur l'île de la Réunion. J'ai pu découvrir d'incroyables objets comme des chaînes d'esclaves, des armes d'anciens flibustiers, les tout premiers fers à repasser, l'ancêtre de la cafetière ou encore un ancien moulin à maïs. Étant moi-même un jeune réunionnais, Christian m'a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de mon île et par conséquent ma propre histoire. Au travers de cette visite guidée en ma compagnie, j'espère vous faire découvrir des choses intéressantes sur l'île de la Réunion, notre histoire. Quand on connaît où ça sorte, ou connaît où ça va. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur les objets longtemps de la Réunion. Je suis très bien accompagné, d'un expert dans ce domaine, Christian, qui va se présenter sous peu. Du coup, on part là-dessus. Suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Donc je vous présente Christian. Ok, ouais, bonjour à tous, donc bonjour la Réunion. Moi c'est Christian Kishnapanaidou et on me connaît plus sur ma page Facebook, c'est Christian Objet Longtemps. Ma passion c'est de collectionner les objets longtemps depuis des années et je fais des interventions dans les écoles et manifestations culturelles plus de 20 ans. Donc ça fait plus de 20 ans que tu collectionnes ou que tu fais les présentations? Non, que je collectionne c'est depuis l'enfance. D'accord. Voilà, donc plus de 40 ans. Voilà. Et comment la plupart du temps tu fais pour trouver ces objets? Ces objets, je les trouve, soit les gens me donnent, parce que maintenant ils me connaissent, quand je passe à la télé ou à la radio, et je laisse mon numéro de téléphone, ils appellent, ils me disent ouais venez chercher parce que ça ne sert à rien de rester à la maison dans le fait noir, toi tu mets dans la lumière, c'est ça aussi l'essentiel, mais aussi bien sûr pratiquement tous les dimanches je suis sur la brocante. Okay. Voilà, et je trouve aussi sur les trottoirs. Dernière petite question avant qu'on regarde un peu tous les objets que tu nous as ramenés. Qu'est-ce qui te plaît dans ces objets longtemps? Qu'est-ce qui te fascine un peu là-dedans? Il y a beaucoup de collectionneurs comme moi, mais ils ne font pas ce que je fais, c'est-à-dire je vais dans les écoles, je suis un musée ambulant, voilà, je déplace les objets. Ça, tu fais vivre les objets. Voilà. Mon rôle c'est ça, l'objet raconte une histoire. J'ai pu comprendre ça que l'objet avec l'évolution, ça va tellement vite, mais on voit l'évolution, c'est impressionnant. Ça va faire comprendre que vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Tout ce que vous avez comme technologie, voilà, donc c'est comprendre un petit peu l'intérêt de l'histoire à travers l'objet, c'est-à-dire le patrimoine immatériel. Ça va tellement vite et il faut vraiment profiter de la vie et de voir certaines choses qui sont encore utiles avant pour maintenant, aujourd'hui. Mais du coup, pour beaucoup de ces objets, tu les as connus toi quand tu étais petit? Oui, quand même pas mal, pour certains non. Parce qu'il y aura quand même des fers d'esclaves, ça remonte quand même au début du peuplement. Pas mal d'objets j'ai pu voir aussi chez les gens, même si on n'avait pas à la maison. J'ai appris aussi par rapport à mon travail avec les gramounes, les personnes âgées. Travailler en EHPAD, et c'est avec les personnes Alzheimer en plus. Donc on dit souvent ils perdent de la mémoire, mais tout ce qui est avant, ils savent tous. C'est ancré en eux. Voilà, c'est en eux. Et quand je vais mettre l'objet, ça a servi justement de thérapie, mais aussi de souvenance de ces personnes. J'ai pas fait d'études d'histoire et tout ça. Moi, mes études d'histoire, je les fais en EHPAD pendant 11 ans. Comme on dit, j'ai pas un bac, mais j'ai bac plus 11 en EHPAD. Voilà. Voilà. Franchement, déjà merci beaucoup pour toutes ces infos. Et je pense qu'on va partir directement sur la présentation des objets. Les Réunionnais, on retourne quelques années en arrière pour découvrir tout ça ici et maintenant. C'est parti. Là, on est devant tous les objets que tu as ramenés aujourd'hui. Voilà, une partie, oui, parce qu'il y en a quand même pas mal. D'accord, donc tu en as encore plus chez toi, j'imagine. Ah oui, bien sûr, j'en ai au moins 1500, 2000. Ah oui, ok. Est-ce qu'il y a un thème aujourd'hui particulier? Non, pas spécialement, mais c'est juste par rapport à ce que je fais en général dans les écoles. Pour expliquer un petit peu, par exemple, l'eau, bro et la cuvette. Ça a remplacé la salle de bain. Moi, j'ai des souvenirs de mon arrière-grand-mère que quand il faisait sa toilette, quand le docteur venait à la maison pour les consultations, il avait ses mains, il mettait de l'eau, il lavait ses mains, il faisait sa consultation et avant de partir aussi, il relavait ses mains, il y avait une petite serviette à côté pour essuyer ses mains. Voilà, le bro et la cuvette. En métal, bien sûr, en émail. Les marmailles aussi ne savent pas ce que c'est ça. Je dis ça c'est quoi? J'ai expliqué le café, tout ça. Ça ressemble à une grosse tasse. Voilà, et ils vont dire ça c'est une tasse, ils vont dire peut-être pour mettre un vase, pour mettre des fleurs dedans, une casserole pour chauffer l'eau, etc. Mais je dis non, ça vous avez utilisé ça quand vous étiez petit. C'est pour faire pipi, pour faire caca. Ah d'accord, voilà, c'est un pot de toilette. C'est un pot de chambre, voilà. On dit pot de chambre, voilà. Okay. Donc différents objets qui vraiment voient l'évolution, l'intérieur de la maison. Quand l'arrivée, la salle de bain et tout ça, donc faire comprendre, on allait chercher de l'eau, on charroie de l'eau. Je vais dire aussi quelques mots créoles, charroyer, transporter de l'eau. Donc c'était le rôle aussi des enfants, avant de partir à l'école, aller chercher de l'eau, chercher le bois aussi pour faire cuire à manger, etc. Aussi les livres aussi pour l'école, ça c'est très connu. Voilà, Daniel et Valérie, c'est comme ça qu'on a appris à vraiment lire là-dedans. Daniel et Valérie, et que chaque fois que j'expose ça, surtout les enseignants et les anciens qui ont été à l'école à l'époque, ils disent ouais j'ai appris à lire là-dedans. Voilà, Daniel et Valérie. Peut-être mon papa, ça lui rappellera des petits souvenirs. Et bien sûr la musique.
Ça, c'est les 45 tours. Hein. Johnny Hallyday, par exemple, là, ici. Ali Les Verts, bien sûr, et Saint-Étienne. Donc, on écoutait ça sur un petit tourne-disque. Ça, je t'avoue, moi, j'ai pas connu dans mon enfance du tout. Voilà. C'est des vinyles, du coup. Vinyles, c'est des vinyles, voilà. On était plutôt époque CD. Voilà. L'eau, bien sûr, mais aussi la lumière. Il faut dire que maintenant, les marmailles, voilà, que tout le monde, quand ils sont sortis dans les cases en tôle, les cases en paillotte, passer dans les cases vraiment en dur, c'est-à-dire dans les immeubles et tout, ben, on appuie sur un bouton, il y a la lumière. Alors qu'avant, ben, c'était vraiment voilà, des boîtes de conserve, comme ici une boîte de Nestlé, voilà, qu'on va mettre une mèche ici, un bout de tissu, rempli de pétrole, et on va éclairer la maison. Je parle aussi de la récupération. Oui, ça a l'air très artisanal. Voilà, c'est aussi de tout ce qu'on ne jetait rien avant, et donc c'était vraiment réutilisé. Okay. Ça, c'est la lampe fanale. C'est avant ou après ça, du coup? Ça c'est avant. Ça, c'est avant, oui. Okay. Je t'avoue, je n'ai aucune idée. Oui, si. Ça, c'est une lampe fanale, on mettait une bougie, soit ici on remplissait le pétrole, on mettait une mèche, mais là on peut mettre une bougie aussi. On mettait sur les charrettes bœuf à chaque côté. Très tôt le matin, on voyait la charrette bœuf, le soir on rentrait le soir très tard. Et c'est ça qu'on appelle fanal. Dans les poèmes, dans les poètes, c'est ça ici à La Réunion, dans les contes, on dit le fanal éclaire le chemin. Voilà, c'est ça quand on dit un ou de fanal. Ok. C'est ça le vrai fanal. Ah, ça, c'est trop spécial. Ah, oui, bien sûr. C'est vraiment fait maison, bien quoi. Sûr. On jetait rien avant. On recyclait automatiquement. Ça, c'est très connu aussi. Ça, c'est des souvenirs incroyables pour des gens qui ont connu ça, pour nettoyer le sol. Alors, le sol était, maintenant, c'est le carreau et tout ça, on passe à la sapinière et tout, c'est plus facile. Mais avant, avec une brosse de coco, on coupait, ça servait de brosse. On mettait le pied dessus et on frottait. Okay. Donc, avant ça, on mettait cette pâte sur le sol. Ça sent très fort. C'est comme le pétrole. Ah oui. Voilà. Et donc, avec un chiffon, on va mettre ça sur le sol. Et après, on va frotter, on va mettre le pied dessus et on va frotter ensuite. Et donc, le sol était rouge. C'est pas ça quand on rentre dans les cases créoles, les anciennes cases créoles, même les cases en bois aussi, hein, dans les domaines et tout, on voit le sol rouge. Okay. C'est avec cette pâte-là. Donc, ça a laissé une trace rouge dessus. Voilà. Et les modèles en liquide et tout ça aussi. On retrouve le modèle Cardinal à l'île Maurice. Donc ils utilisent encore ça dans d'autres pays. Ouais. Okay. Même à La Réunion, il y a certaines personnes encore qui ont encore une chambre, un salon qu'ils vont utiliser encore. Parce qu'ils gardent quand même encore le patrimoine. Ben, il y a ça aussi, hein. Ça c'est une infirmière qui m'a donné ça. Il faut dire que les seringues, avant c'était en verre. Si ça tombe par terre, ça casse. Donc on va mettre l'aiguille, on va le chauffer bien sûr avant dans l'eau et après on va faire la piqûre. Donc c'était vraiment l'outil de l'infirmière qui va transporter ça, voilà, comme ça. Le téléphone, ben, ça c'est vraiment l'évolution incroyable hein, par rapport à maintenant. Maintenant c'est le téléphone tactile, mais il faut dire que dans les années 60, c'était le téléphone à cadran, en bakélite, hein, cette matière qui est en bakélite très vintage, très recherchée. Oui, c'est un peu, c'est comme du plastique. Hein. Ça appartenait justement à l'État, hein. En général c'est marqué dessous, et c'était dans les années 60. Et le principe, ben, les marmailles ne savent pas comment on utilise ça. Monsieur, comment on fait ça? On tape dessus, on fait comme ça? Non. Il fallait mettre le doigt où il y a les chiffres, voilà, 3, on fait 5, hop, on a fait 35. Il faut arriver jusqu'en bas, et là on lâche. Là c'est bon, on a fait le numéro. Et aussi on a l'écouteur. Donc on pouvait écouter à deux. Bien sûr, voilà, à deux, voilà. Il faut dire que ce téléphone était un téléphone fixe, c'était à la maison. Après, voilà. Ça existe toujours les téléphones fixes. Oui. Mamie a un truc, bon, c'est pas totalement ça. Mais c'est vrai qu'on n'utilise presque plus. On a le téléphone portable maintenant. Mais peut-être plus les anciens, ils ont gardé cette habitude d'avoir un téléphone fixe à la maison. Ensuite, on a passé au téléphone à touche, comme celui-là, parce que celui-là, il y a eu des soucis. En mettant le doigt dedans, ben, il y avait des problèmes. Le doigt restait coincé dedans. Mais pas tout le monde n'a le même doigt aussi. Voilà, donc on a passé au téléphone à touche. Toujours le même principe, hein. On décroche. On écoute la tonalité. Pareil, et après, hop, l'écouteur ici. Et là, on branchait directement dans la maison ici. Bon, ben, les appareils photo, hein, pareil aussi. Hein. On a plusieurs modèles d'appareils photo. Ils sont très beaux, les celui-là, on va le regarder dessus. Il y a une petite ici, appuyez ici pour faire la photo. Vous avez ce modèle ici. On appuie ici, tac, tac, on ouvre, tac, voilà. Et on fait la photo. Soit ici, comme ça, ou comme ça. Voilà. Ça, on mettait sur un trépied. Donc l'évolution, maintenant avec un téléphone, c'est un ordinateur, c'est un appareil photo. Un téléphone maintenant, c'est vidéo, etc. Donc on fait beaucoup de choses. Donc tout est concentré sur un seul outil. L'évolution. Ça aussi, je trouve ça impressionnant parce qu'il y a quand même un mécanisme qui est assez complexe. Oui. Ensuite, ben, il y a la partie coiffeur. Ça, je me suis coiffé quand j'étais marmaille avec ça, salon de coiffure. Voilà, une tondeuse mécanique. Voilà, une tondeuse mécanique. Voilà, les rasoirs, pareil. Vous avez les modèles comme ça qui est arrivé après, qu'on va l'ouvrir ici. On ouvre, là, tac. On met aussi la lame ici. Vous avez aussi le modèle pour le barbier, voilà, comme ça. Une grosse lame de rasoir. Voilà. Tac. Voilà. Et pour le repasser, on va le repasser comme ça. Et après, on rase. Alors, ça fait un bruit très joli vidéo. Ah oui. Voilà.
Voilà, ça doit bien trancher ça. Bah oui, ça c'est, oui, celui-là, oui, bien sûr, voilà. Mais voilà. c'est vraiment ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais vraiment avec le côté plus électronique. Bien sûr. Ça ressemble vraiment à Oui. l'embout d'une tondeuse. Tout ce qui était manuel avant, en fin de compte, mécanique, c'est passé vraiment à l'électronique, voilà quoi. Et tactile et autres, voilà. Ensuite, on va passer au fer à repasser. Donc là, c'est organisé chronologiquement ou pas du tout? Oui, oui, Ok. si. Voilà, Vas-y. donc aussi, il y a les fers à repasser. Donc voilà, par exemple, le traditionnel, hein, ces modèles comme ça, ils étaient à deux. Voilà. Un qui était déjà sur le feu, chaud à pétrole ou bien sur la braise et autres. Et l'autre, ça servait pour ensuite pour repasser. Voilà. En métal. Hein. Attends, mais j'ai pas forcément bien compris peut-être Oui. parce qu'il y en a deux, mais les deux n'ont pas le même fonctionnement? Si, si, mais c'est-à-dire que le temps que l'autre, quand il sera Ah d'accord. refroidi, Donc t'échanges. on échange. Ok. Après, on reprend l'autre en attendant. Voilà. Donc ça marche toujours par deux. Celui-là, par exemple, le contraire, parce qu'on va mettre de la braise à l'intérieur. Ok. Voilà, le charbon. Voilà. Ardente, à l'intérieur. Et ensuite, on va repasser. Un petit peu plus lourd quand même, assez lourd quand même. Vous avez... Essayer un petit coup. Oui. On va pas repasser longtemps avec ça. Voilà. Et ce modèle-là, vous avez le modèle, mais c'est le même principe. Mais après, tout dépend des pays. Celui-là, c'est le modèle indien. L'Inde. D'accord. Voilà. Voilà, C'est la donc, même époque un peu oui, les deux. Oui, voilà. Donc pareil, on va mettre le charbon. En Inde, actuellement, ils utilisent encore celui-là. Ok. Voilà. Donc c'est le même principe. On va mettre de la braise à l'intérieur. Voilà. Moi je trouve que ça a un certain style et que c'est même peut-être plus. C'est plus beau que les fers à repasser qu'on a aujourd'hui. Hein. Ben ouais, après il fallait vraiment avoir la technique. C'est pas évident. C'était les C'est femmes moins qui pratique repassaient. forcément. Voilà. Mais... Par exemple, ce modèle-là, c'est le modèle européen qu'on n'a pas utilisé ici à La Réunion. Celui-là, c'était par exemple un bout de fer qu'on va chauffer le bout de fer. Bien sûr, on va prendre avec la main, on va prendre avec une pince. On va mettre, quand il est chaud, on va mettre à l'intérieur et ça va réchauffer le tout. Voilà. Comme il est tout en bronze, donc voilà, il y a le poids aussi. Hein. Il faut dire Ah que... oui, je te ferai tester Grégor après. Voilà. Donc c'est quand même assez lourd. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que ces objets-là, on pourrait encore les utiliser aujourd'hui. Bien sûr, mais écoute, on n'a pas de l'électricité, le courant, la coupure, et donc certaines personnes utilisent encore ce genre de fer, par exemple. Toi, s'il y a le plus simple. coupure d'électricité générale, tu arrives à t'en sortir, Moi, je une pense fois, que c'est j'ai ça. essayé pour un reportage aussi. Mhm. C'est un genre de modèle comme ça. J'ai fait chauffer la braise et tout. J'ai utilisé, mais ça a pris et c'était vraiment chaud. Ça tenait chaud longtemps. Ensuite, on a l'évolution par rapport au fer à braise, ce modèle-là, le modèle américain. Voilà, on voit un petit peu l'évolution. Voilà, ça c'était sous pression à essence. Voilà, ici un système comme ça pour pomper. Ok. Voilà, il n'a pas resté longtemps. Bien sûr, c'était la période des inventions. Ça explosait souvent aussi. Ah, donc oui. Voilà, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que voilà, ça explosait avant l'arrivée de l'électricité. Voilà, un marque Calor, on trouve encore dans plusieurs choses, hein, par exemple le ventilateur et autres. Électrique, 1913. Oh, le câblage, il fait Voilà. peur un peu. Hein. Après, c'était à du 110 volts, alors que maintenant on est à 220 volts. J'ai mis ça pour dire que l'évolution, alors ça c'est un petit modèle, il y a des modèles un petit peu plus gros, système de casserole en cuivre, et voir un petit peu l'invention, comment c'est arrivé les fers à repasser. Donc ça, c'était Voilà. avant? Avant, la période au niveau de la Chine, en Chine là-bas, avec voilà, les tissus de soie et autres, on mettait au départ l'eau chaude et on repassait ensuite. Mais l'eau souvent renversée, ça pouvait mouiller les vêtements. Et après, ils ont utilisé du sable. Ils ont mis du sable, ils ont chauffé le sable, c'était un petit peu plus lourd, plus stable, et on pouvait repasser. Et après, on est passé au fer avec la braise. Voilà, des barquettes comme ça, on mettait le charbon à l'intérieur. Mais je ne sais pas du tout si c'est un lien, mais tu vois cet objet-là, ça ressemble pas à un objet pour faire du café dans certains pays où tu mets le café dedans et dans du sable chaud. Turquie. Ok. En Turquie. Ça ressemble un petit peu. Voilà. Donc si j'ai bien compris, tu vas nous présenter un peu ton arbre généalogique, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Donc il était important après plusieurs années d'exposition, d'explication, de collectage d'objets sur les brocantes et aussi à travers les familles aussi qui m'ont donné pas mal d'objets. Pourquoi je fais ça? Quelle est ma mission? Et j'ai compris plus tard que c'était quoi ma mission. En faisant mon arbre généalogique, là je suis ici, mes parents, toute la partie de mon papa ici, ma maman ici, j'ai pu comprendre le mélange qu'on a. Des personnes qui sont venues de l'Inde, voilà, et donc j'ai aussi des musulmans dans ma famille. Ces personnes viennent d'arriver, ils arrivent directement de l'Inde, ils viennent travailler ici pour La Réunion. Ceux qui n'ont pas de drapeau sont nés ici à La Réunion. Et il faut voir que j'ai aussi chinois. Il n'est pas mis dedans. J'ai connu après, on a fait un livre chez mon grand-père, Pierre le Métis, sa maman aimait aussi un chinois et elle est tombée enceinte. Voilà. Et donc on ne pouvait pas se marier aussi avec les communautés différentes. Chinois et maïs chinois, malbar avec malbar, raïs oreilles. Son papa dit, allez ouais malbar. Donc ce malbar, c'est pas ça, mais pote qui n'a pas naïdou. Ok. Côté de ma maman, on va monter ces paillettes. Le premier paillette arrivé à La Réunion, on connaît l'histoire maintenant dans l'arbre, c'était un oreilles, c'était un métropolitain. Les femmes, il n'y avait pas d'autres femmes.
c'était les femmes malgaches. Et ouais. Okay. Et c'est ça qui a fait aussi, qu'est-ce que c'est qu'un créole? Qu'est-ce que c'est qu'un rayonné? C'est quoi un créole? Comme ça, on va dans les écoles, ben, maman, il ne connaît pas, il dit c'est quoi? Mais comment on a été fait? L'homme et la femme, et quel? Il y en a qui disent, ben, c'est un Africain avec un Indien, voilà, etc., un Chinois avec l'autre, etc., un malgache. Il me dit non, mais c'est quoi exactement? Comment on a commencé? Comment on a fait le peuplement? Mais c'était un Zoraï avec un malgache, une femme malgache. C'est en faisant autant, vous connaissez où ça, vous connaissez tout ça, où ça va demain. Ma mission était d'expliquer les objets, raconter l'histoire de la Réunion, parce que ces personnes-là n'ont pas été reconnues comme telles. Ils n'ont pas été dans la lumière comme telles. En 1848, l'abolition de l'esclavage, et cette période-là, ben, il fallait avoir de la main-d'œuvre pour continuer le travail parce que le café était la base de la nourriture, la base de l'histoire de l'île de la Réunion. Sans le café, il n'y aurait pas eu de peuplement. On voit sur cette image-là, de 1897, le pilonnage du café, les étapes du café, que j'explique souvent dans les écoles parce que c'est très important de savoir comment l'île a été peuplée. Un bout de caillou, une île vierge, beaucoup de bateaux sont passés, les Anglais, les Arabes et tout ça. Ensuite, c'est les Français qui ont pris possession de l'île. On a amené du café à la Réunion pour pouvoir ensuite les planter. Les très peu de personnes qu'il y avait, c'était bien sûr les Malgaches qui ont fait le peuplement, bien sûr l'Afrique, du Mozambique, et d'où la plantation du café ici à La Réunion. Un des meilleurs cafés au monde, le café Bourbon Pointu. Je peux commencer l'histoire du peuplement de l'île avec une cafetière. Ce modèle-là est en cuivre. Alors c'est un modèle très rare. En général, c'était en tôle galvanisée. Je dis aux mamans dans les écoles, comment on va cueillir le café? De quelle couleur? Les mamans ne savent pas dire vert, noir, jaune, etc. Vert, il faut qu'il soit mûr. Il n'est pas encore mûr. Okay. Alors, quand il est mûr, il est rouge. Et c'est là qu'on va cueillir le café. Et c'est pour ça que cette main-d'œuvre qui est arrivée à La Réunion, les esclaves, dans le monde jusqu'à maintenant, il n'y a pas de machine pour cueillir le café. Pareil pour le thé, ça se cueille à la main. Donc, c'est pour ça qu'il fallait avoir cette main-d'œuvre. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de machine pour ça. Parce qu'il faut attendre quand il soit mûr et le cueillir. Et ensuite, on va l'étaler au sol. Le travail, ce sera le soleil. On va le faire sécher. On va passer à l'autre étape, c'est-à-dire de faire le pilonnage du café. C'est-à-dire enlever la coque qu'il y a dessus. Voilà. La peau qu'il y a dessus pour récupérer la fève. On voit une vanne ici, la dame qui est en train de trier. Récupérer la fève, les graines de café. Ces graines de café, quand on a déjà récupéré, ensuite, là, on va le faire griller. Griller, c'est la torréfaction. La torréfaction, voilà. Et ensuite, là, quand il est grillé, et là, on va le moudre. Et ensuite, quand c'est terminé, on va faire le coulage du café. On va mettre le café à l'intérieur, on va bien le tasser. On va chauffer l'eau et on va verser et on va attendre. Ça va couler, on va récupérer le café dessous. Donc maintenant, ce que j'ai dit au maman, le café, maintenant, ben, on achète le café, des dosettes, on met dedans, on remplit de l'eau, on appuie sur un bouton. Alors que les étapes, c'était vraiment autre chose. Et là, on apprécie vraiment quelque chose de spécial, de spécifique et ancestral. Et du coup, la question que je t'avais posée, c'est est-ce que tout le passé qu'on a avec le café, justement l'histoire du café, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un café qui est autant qualitatif? Qualitatif, authentique et vraiment reconnu dans le monde entier. On a beaucoup de choses ici à La Réunion, comme la vanille aussi, qui a reçu un prix il n'y a pas trop longtemps. Notre café, ce sont les Japonais qui achètent notre café. Il est à 800 € le kilo. Ah oui, quand voilà. même. Et donc ça a commencé à 500 € le kilo et là c'est vraiment reconnu. Et on disait que le café était le café Bourbon ou Roi Louis, voilà, le roi en France à l'époque, voilà, qui buvait notre café. Il faut vraiment tirer un coup de chapeau vraiment à nos anciens et les esclaves qui sont arrivés ici et toute cette connaissance ancestraux et donc qui ont pu ramener vraiment toute cette qualité là aujourd'hui. Et dommage que toutes ces histoires ne sont pas racontées dans les écoles ici à La Réunion. Je suis d'accord. Ensuite, on va passer aussi, une étape importante, c'était aussi la nourriture. La nourriture de base à La Réunion. Ça, c'est un moulin à maïs. Coton maïs qu'on va utiliser aussi, qu'on va enlever, égrener, qu'on va mettre le maïs à l'intérieur. Il faut dire que le tailleur de pierre fabriquait le maïs ici, par exemple ici, là, voilà, en deux parties. En général, on peut l'utiliser à deux façons. On va tourner. Okay. Pour pouvoir écraser. C'est-à-dire, soit on l'utilise sur le sol, soit on l'utilise sur une table. Il y en a qui vont l'utiliser debout, on va le tourner debout. OK ? Ou soit on l'utilise comme ça. On va enjamber la roche, ok, là, on le tient ici et on tourne, ok, voilà. Donc là, le maïs est en train d'être moulu. Voilà. Alors là, j'ai amené un petit modèle. Normalement, il y a le modèle qui est vraiment 2 fois plus grand, plus lourd pour écraser le maïs. Et chaque famille avait au moins 2 chez eux. Voilà, parce qu'il y avait des familles nombreuses. Et on entendait le ronronnement souvent, soit le soir. Parce qu'il y avait des familles qui habitaient aux alentours, on entendait ce bruit-là, ou soit le matin, parce que c'était la base de la nourriture. Il faut dire que quand j'explique ça dans les écoles,
J'expliquais aussi la base de la nourriture, la période de l'esclavage, les engagés quand ils sont venus travailler pour la canne à sucre et tout ça. Et donc mes ancêtres quand ils sont arrivés après l'abolition de l'esclavage, la nourriture. Le riz n'était pas encore là, le riz est arrivé après. C'est importé du coup. Voilà, c'est arrivé dans la période des engagés qui sont venus couper la canne à sucre. Donc la période de l'esclavage, la nourriture, c'était la base, c'était les racines, tout ce qui est en bas, le camembert, les patates et tout ça. Voilà. Après le maïs est arrivé après, quand on mangeait, c'était le sauce au maïs. Et dans le maïs, on va récupérer les maïs qui sont écrasés, on va retrouver tout autour, qu'on va le vanner, comme dans la vanne pour le café, mais on va le vanner, et on va tirer le sauce au maïs, le tisson c'est pour les gâteaux, les mailles en grains cassés c'est pour les animaux, poules, canards, volailles et tout ça. Donc on va récupérer plusieurs moutures qui ont été écrasées par le moulin. Voilà. Et on va retirer la nourriture pour soi, pour pouvoir manger. Et c'était, les gens partaient, les travailleurs travaillaient coupés dans les champs de canne, les gens, les marmailles, tout ça, mangeaient le maïs. Le riz est arrivé dans la période des engagés indiens, musulmans, chinois, malgaches bien sûr, toujours, ils étaient là depuis le début. Et c'était Madagascar qui nous fournissait le riz. Voilà. Donc il faut dire que le riz est arrivé après, c'est la Chine, l'Inde qui nous a fourni après. Mais au début, c'était Madagascar qui nous fournissait le riz. Si le peuple à La Réunion était habitué au maïs, comment s'est fait cette transition au niveau du riz? Pourquoi ça a été changé aussi brusquement, je dirais? En fait, pas brusquement, mais c'était venu au fur et à mesure, c'est-à-dire les étapes. Période de l'esclavage, période des engagés, période coloniale et période de la départementalisation, où on est devenu français. Okay. Voilà. Et donc cette période-là, c'est de passage de l'esclavage, les racines, manger les racines. Les engagés, quand ils sont arrivés, ils mangeaient du riz. Okay. C'est-à-dire les Indiens, les Chinois, etc. Madagascar ensuite. Voilà. Petit à petit, l'évolution alimentaire, culinaire, ont changé. Okay. Manger le pain maintenant, etc. Et les grandes marques. D'ailleurs, tu nous parlais de racines, etc., donc de camembert, de manioc. Ça, j'ai l'impression que moi, quand j'étais plus petit, ça s'était perdu un peu. Oui. Et aujourd'hui, ça revient au bout du jour. On retrouve sur les étals le manioc, le camembert, etc. Même songe pâté, ce genre de choses que je ne voyais pas du tout avant. Ouais. Et aujourd'hui, quand je fais les marchés, ça revient. C'est parce qu'on revoit l'essentiel. Moi, je pense, la période, on a des périodes comme ça, par exemple, cyclone, période du Covid. Ça nous a fait réfléchir. Période cyclone, c'est là il faut serrer les coudes là, en famille. Il faut manger ce qu'il y a. On fait des stocks. Maintenant, ils mettent beaucoup dans le congélateur, tout ça, et souvent, quand il y a coupure de courant, après, ils regrettent qu'on a mis trop dans le congélateur. Heureusement qu'il y a les boîtes de conserve, c'est une bonne invention. Ok. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, en France, en Europe, on met tout ça, les patates de côté, des légumes, ils mettent ça dans les bocaux. Ça se conserve, pour conserver, voilà, pour préserver. La morue, les sounouks. Ah, c'est tout ça, ben oui, poisson séché, bien sûr. Ouais, il faut penser à ça. Et bien sûr, ici à La Réunion, ben, là, avec un sauce au maïs, ben, tu peux manger. Mange un jour le sauce au maïs avec le riz, tu vas voir la différence. Comment il soutient. Moi, les anciens, je travaillais avec les personnes âgées, ils me disaient, quand ils allaient travailler, ils voient la différence. Quand le riz est arrivé, ils se sentaient plus faibles. Alors que le maïs, ils se sont plus forts. Voilà. Ça soutient plus le corps. Quoi. Voilà. Nous, hier soir, on a mangé sauce au maïs, par exemple. Ça tombe bien. Madame nous l'a voulu manger un petit sauce au maïs avec un petit rogaille tomate, un petit morue frite avec. C'est pas du tout quelque chose que je consomme. Je ne sais même pas si j'ai déjà mangé ça. Je ne sais même pas si je vois à quoi ça ressemble. Je ne sais pas c'est quoi. Tu fais ça à l'eau, tu mets un petit peu d'huile dedans, un petit peu de sel et tu tournes. Il faut tourner beaucoup. Voilà, ça va prendre, ça va épaissir. Tu rajoutes de l'eau s'il faut. Tu goûtes pour voir si le maïs est cuit. Et c'est bon, tu fais un petit rogaille tomate, tu fais un petit friture, la morue, tu mets ça avec, c'est magnifique. Ok, il faudra tester. Voilà. La nourriture, c'était vraiment un travail physique avant par rapport à aujourd'hui. Bien sûr, aller chercher le bois pour faire cuire à manger, chercher manger les animaux, pour donner manger les animaux et tout ça, nettoyer la cour, passer l'encaustique, etc. etc. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote en ce qui concerne le maïs. Il y a quelques années, j'étais en voiture avec mon pote Maël et mon pote Adrien. Et Maël m'a dit, non, le maïs, ça ne pousse pas à La Réunion. Voilà, donc comme quoi. Il y avait des champs de maïs à La Réunion. Il y en a toujours, parce que je suis parti dehors. On était en voiture, je suis parti dehors, il y avait un champ. Justement, je suis parti prendre un maïs pour lui montrer. Voilà, bien sûr. J'ai su qu'il avait tort. Mais du coup, Maël, dédicace à toi pour ça. Ok, ben là, ici, cette partie-là, comme j'avais parlé tout à l'heure, la partie de l'esclavage, donc ça c'est les fers d'esclaves. Hein. Voilà, donc ça on mettait au pied, voilà ici, avec un cadenas ici, bloqué ici. Et donc ça c'était fixé au mur. Souvent, parfois, ils dormaient avec aussi. Voilà, pour pas qu'ils s'enfuient. Voilà, on a des modèles comme ça aussi, d'entraves, voilà, donc de fers d'esclaves, qui a marqué l'histoire de La Réunion, comme beaucoup d'endroits. Hein.
voilà, donc qui fait partie des étapes vraiment de toute l'évolution du peuplement de l'île. Voilà, des fusils par exemple comme ça pour voilà, un peu le modèle. Hein. Donc chasseurs d'esclaves et tout ça, donc les forbans et autres hein, qui en sont venus ici, les pirates et autres. Hein. Des outils pour travailler, pour par exemple tout ce qui est bardeau. Ça c'est le fendoir qu'on va fendre les billots de bois. Ensuite, après on va finir avec la petite hache de bardeau. Ça c'est un travail vraiment artisanal, vraiment très reconnu, très recherché pour nos cases vraiment en bardeau. Système de rabot avec la lame qu'on va raboter le bois et les copeaux vont ressortir ici. Voilà. Raboter, c'est quoi? Voilà. C'est lisser? On va mettre la planche dessous, Okay. on va le fixer, on va raboter. Voilà. Comme ça, le bois va être plus propre, lisse, voilà, nettoyé. On a les modèles ici, par exemple ici, que je parlais du métier de mon grand-père par exemple, c'était les fers à souder. Voilà. Et là, avec de l'étain, on va faire fondre de l'étain, on va ici, et on va souder toute la partie, par exemple, de la cafetière, de l'arrosoir et autres. Par exemple, souder ici, par exemple, toute cette partie-là, ici. Là, ici. Donc ça, c'est l'ancêtre du fer à souder. Voilà, ouais, c'est ça. Et ça, on va vraiment le chauffer, on va le faire fondre et on va souder ensuite. Voilà, toute la partie ici. Donc cette partie-là, c'est un peu le consommable qui s'use au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Ici, c'est manuel. Ici, l'arrivée de l'électricité, pareil comme pour les faire repasser. C'est un fer à souder à 110 volts. Voilà. Ici, ben, c'est le chalumeau. Hein. Le chalumeau, soit on va mettre dans la braise, ou soit avec le chalumeau. Il est vraiment stylé. Ouais. Et utilisé aussi, on voit, il y a un petit train dessus. Et donc, il est utilisé aussi pour les rails, quand on travaillait pour mettre les rails, pour faire la soudure un petit peu partout à l'extérieur. J'ai retrouvé ça, c'est vraiment fait main aussi. Les dockers, au port, quand les bateaux arrivaient, les sacs de riz, qui étaient les sacs de grains, sacs de riz qui étaient dans les sacs de jute comme ça, le goni, ça s'appelle le goni chez La Réunion, et qu'on pouvait décharger. Voilà, on décharge. Comme ça. Voilà, on pouvait les rattraper comme ça pour décharger sur les bateaux, pour remettre sur les camions pour aller faire les livraisons ensuite. Voilà. Cette pince-là aussi, très bizarre, beaucoup de marmailles dans les écoles me demandent c'est quoi. Je dis, quand je parlais de l'esclavage, est-ce que c'était pour couper la langue, etc. Je dis non, non, pas ça, c'est pas ça. C'est juste une pince pour couper le sucre. Et lui, il dit, couper le sucre, pourquoi le sucre? Ben, le sucre, il est en poudre. Ouais. Il dit, oui, maintenant le sucre est en poudre. Mais avant, le sucre était en cône comme ça. C'était en pain de sucre. C'est pas ça on dit le pain de sucre. C'est pas ça qu'il faut, je disais souvent aussi les adresses, qu'il faut aller visiter, les musées et tout ça à La Réunion. Les lieux comme le Lazaret, vraiment où les engagés sont arrivés, le petit train au Lazaret qui est à la possession à la Grande Chaloupe. Mais aller visiter les musées, par exemple, à Stella Matutina, une ancienne usine à canne à sucre. Et là, on voit dans les vitrines le pain de sucre. C'est-à-dire, on coulait avec le jus de canne, on faisait bouillir ça dans un chaudron. Il y avait le sirop, et ça se durcissait au fur et à mesure. Et on coulait ça dans un moule en terre. Voilà. Et après, quand c'était refroidi, durci, et là, on démoulait et le sucre était en pain de sucre, c'est-à-dire en cône. Et là, avec des outils pour couper, pour le réduire en poudre. Il y avait aussi des mortiers, un système de pilon, qu'on écrasait pour réduire le sucre en poudre. Ça n'a pas l'air très efficace, ça. Ben, oui, mais ça se cassait pour pouvoir ensuite réduire en morceaux. Il y a la partie de la boutique, hein, système de balance pour les marchands ambulants. Trop bien. Voilà. Donc on voit ici voilà, tous les poids, 4, 12 kg, 5 kg, etc. C'était les petits marchands, les bazardiers qui marchaient avec ça. Voilà. Et il y a aussi cette coupe-là pour prendre les grains dans les boutiques chinois. Des fois, il y a encore des trucs comme ça ressemble. Bien sûr, mais là c'est fait vraiment avec un bout de tôle, avec un bout de bois. Là, ça c'est une petite gamelle. Il y a aussi les gamelles à plusieurs étages. Hein. Voilà. Voilà, pour mettre le manger, le petit rogaille tomate en lait, etc. Le somaï dedans, par exemple, hein, pour qui allait travailler. Aussi, j'explique ça aussi aux mamans. Et souvent, ils me disent ça, ils pensent que c'est un jeu et tout ça. Non, non. C'est un boulier, ça sert c'est une machine à calculer. Voilà. Donc unité, dizaines, centaines, voilà. Donc on faisait quand on passait à la caisse et ils comptaient avec ça. C'est une machine à calculer. Ensuite on a ici, ça c'est une râpe. Alors celui-là je veux le mettre dedans. La râpe traditionnelle, il y a bout de tôle. Moi quand j'étais marmaille, je fabriquais ça. Hein. Je perçais avec un clou et un marteau de l'autre sens. Et après on fixait sur un bout de bois comme ça. Et là on râpait le manioc, coco. Le coco aussi, voilà, on récupérait les légumes aussi par la suite, hein, aussi, hein, un bout de carotte, on peut le faire. Hein. Et celui-là, par exemple, ça c'est pour râper le coco. On va s'asseoir ici, là, voilà, là je vais le positionner. En général, je le mets au sol, mais là je le mets ici comme ça pour voir. Voilà. Ici, à partir ici, on va râper le coco. Alors, vous dire que, par exemple, il y a la noix de coco à l'intérieur. Hein. Et là, on va comme ça. Voilà, on va mettre une assiette dessous et on va récupérer
le coco râpé dessous. Voilà. Ok. Voilà. Alors que normalement, et celui-là, ça j'ai récupéré ça sur une brocante. Ben regardez, hein, la pièce elle est belle, hein, un beau bois. On va l'ouvrir ici, là. Et voilà. Ah, ça se ressemble. Voilà, c'est pareil. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc on va retrouver ça dans plusieurs pays. On a des modèles sur Mayotte, en Inde. Aussi, on peut le fixer sur la table et le faire debout. Voilà. Et celui-là, c'est un modèle en Asie, en Thaïlande. Voilà. Donc on va retrouver ça un petit peu partout dans le monde qui pratique, surtout qui utilise le coco dans la nourriture, dans le côté culinaire, comme à Tahiti et autres. Voilà. Ouais, tu frites bien le coco, après tu peux extraire le lait de coco Voilà, aussi. le lait de coco, le jus et tout ça. Donc pour faire vraiment, il y en a qui utilisent dans la cuisine traditionnelle le coco vraiment voilà, dans la viande et autres, dans les légumes. C'est vrai qu'ici on n'utilise pas énormément le coco dans la nourriture, Ouais, alors que c'est en soi pas on notre pourrait. culture, c'est pas notre culture vraiment. Voilà. Alors qu'on a toujours eu du coco C'est ici, ça. les plantations, mais on le mange naturellement normal. Hein. On boit le Coupant, coco. on boit mais- l'eau de coco, mais on ne va pas mettre dans la nourriture. Voilà, par exemple, comme le fruit à pain, il y a plusieurs pays qui vont l'utiliser dans la nourriture, dans la viande, alors que nous, on va manger le fruit à pain salé ou sucré, en confiture et autres. Voilà. Alors qu'on peut le faire en chips, on peut le faire aussi mettre comme le chouchou, on va mettre avec, ou la pomme de terre dans la viande de poulet, mais on peut mettre aussi le fruit à pain. Et donc, planter un fruit à pain, c'était dans la coutume. À l'époque, quand un homme demandait une femme en mariage, est-ce que vous avez déjà quelques animaux déjà pour vous nourrir? Mais est-ce que vous avez un plant de fruits à pain chez vous? Ah ouais, à ce point. Planter un fruit de fruits à pain, c'est comme si c'est de la nourriture, c'est du pain. Donc on sait demain que s'il n'y a pas rien à manger, tu as du fruit à pain chez toi, tu as peut-être quelques plants de maïs, etc. Ben, tu peux te nourrir. Donc c'était vraiment la clause qui rentrait pour de la demande en mariage, d'avoir ça, d'avoir ça. Voilà, c'était c'est une fou, dot, hein. en fin de compte. Voilà. Ta dot, c'est un arbre à fruits, un fruit à pain. Ben ouais, ouais. C'est des reconstitutions d'armes des Oui. Forbans, etc. d'avant. Oui, oui, les chasses pour les esclaves aussi. Ah ouais. Ah oui, oui. Ben les J'allais esclaves poser étaient- fièrement avec, mais finalement non. Finalement non. Bon ben Christian, merci beaucoup pour la présentation de ces objets longtemps. C'était très instructif. J'ai vraiment apprécié. En plus, c'était bien détaillé avec la partie histoire, arbre généalogique, Passion. même reconstitution, le côté esclave, Ouais. le côté progressif aussi des fers à repasser. Faire repasser. Ouais. Donc c'était très très cool. Pour la conclusion, je vais te laisser terminer avec où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te voir en vrai, si on veut voir ce genre de prestations-là. Oui, bien sûr. Ben, merci à toi. Ça m'a permis d'expliquer et de mettre en lumière ces objets qui ont une histoire. J'ai une page Facebook. J'alimente vraiment tous les jours. Mais on peut me contacter 06 92 61 31 57, 61 31 57 pour les expositions que vous voulez faire pour les manifestations culturelles, mais aussi à domicile. Je viens aussi à domicile. Si vous faites un petit repas chez vous, en famille, c'est l'occasion de retrouver l'histoire, le patrimoine, avec vos marmailles qui ne connaissent pas forcément tous ces objets, même les adultes qui certains objets ne connaissent pas. Ben, on va passer un petit moment ensemble, convivial, de fraternité et vraiment de découverte sur notre histoire. Et donc, nous tiens beau, nous largue pas notre patrimoine. C'est ça. Voilà. Donc, la page, c'est Christian Objet Longtemps, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Longtemps comme LONTN. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Christian. à toi. Super. Merci. Bon, ben c'est belle. Ok.